Bonjour à tous et bienvenue pour cet avis critique et cette analyse de la série Netflix Altered Carbon dont les défauts sont à la hauteur des qualités. Pour rappel, Altered Carbon était à la deuxième place de mon classement des 10 nouvelles séries les plus attendues pour 2018. Un choix qui était principalement motivé par les influences dont cette œuvre de science-fiction ne se cache pas et des premiers visuels fort prometteurs. Altered Carbon se situe à la confluence du courant cyberpunk et du film noir. Ses thèmes et son ambiance visuelle empruntent beaucoup à Blade Runner, une sacrée référence, tout en y ajoutant une pointe de Matrix et tout ce que ce cocktail suppose de transhumanisme. Cette première saison est l'adaptation du premier d'une série de 3 livres par Richard Morgan. Toutefois, on verra plus tard que dans certains choix scénaristiques, la série s'éloigne assez nettement des livres. Le contexte de ce monde de SF repose sur un principe assez simple, tout ce qui fait la personnalité d'un être humain peut être enregistré dans une pile située à la base du cortex cervical, la vie humaine peut donc être prolongée, potentiellement sans limite, en passant sa conscience d'une enveloppe corporelle à une autre. Dans ce contexte, on nous propose une enquête qui va se révéler progressivement connectée à divers événements et personnages qui semblent de prime abord n'avoir aucun lien entre eux. Avant de me lancer dans mon avis détaillé et à destination de ceux parmi vous qui n'auraient pas encore vu la série, je dirais en résumé que quelques faiblesses l'empêchent d'atteindre ses vastes ambitions, mais qu'elle vaut quand même le détour. Du coup, regardez-la et faites-vous votre propre opinion. Et pour ce qui est du reste de la vidéo, eh bien tout simplement revenez après avoir vu la série. La première chose qui saute aux yeux avec Altered Carbon, c'est que niveau réalisation et budget, Netflix s'est pas foutu de notre poire avec notre abonnement à 11 € par mois. Et il faut souligner au passage que la réalisation du pilote, c'est-à-dire le tout premier épisode de la série, a été confiée à Miguel Sapochnik, à qui on doit tout simplement certains des meilleurs épisodes de Game of Thrones. C'est carrément du Blade Runner pour petit écran. Visuellement, c'est non seulement convaincant, mais aussi immersif. On se fait happer par un monde cohérent qui fourmille de détails pour rendre au mieux la surabondance de sollicitations sensorielles auxquelles les habitants de ce futur sont soumis. Et les codes du cyberpunk et du film noir sont tous respectés. Cette attention apportée aux détails se retrouve évidemment lorsqu'on rend visite aux puissants de ce monde, notamment les Bancroft, avec l'impression d'accéder aux cieux à l'Olympe que les nuages séparent des pauvres mortels. Et pour donner envie à ces dieux vivants, la tête dans les nuages, la station de débauche ultra glauque, trône encore plus haut, bien au-delà des limites de la morale humaine. Quant aux déformations d'images qui accompagnent les plongées dans les environnements virtuels, elles sont plutôt bien pensées et permettent aux spectateurs de capter rapidement le changement, sauf quand le scénario veut justement ménager la confusion. Et quand je parle de confusion, je fais évidemment référence à la terrible torture psychologique à laquelle est soumise Ortega lorsqu'elle revit en boucle la découverte des corps de sa famille. Et de ce point de vue, on peut dire qu'une autre des grandes forces de la série est de ne pas faire de concessions. La violence, qu'elle soit psychologique ou physique, est montrée, de même que la nudité ou le sexe. Et par exemple, la scène de combat nu à l'épée a été particulièrement délicate pour l'actrice en termes de réalisation. On veut bien le croire, le moins qu'on puisse dire, c'est que les acteurs donnent de leur personne dans la série, ceux qui veulent mater ne seront pas déçus. Du coup, la série risque de choquer les âmes les plus sensibles, et elle doit évidemment rester destinée à un public adulte, mais pour les autres, on apprécie le fait que Netflix ne cherche pas à édulcorer certaines scènes. Je sais que la scène de torture est différente dans le livre, en effet Kovacs est alors projeté dans le corps d'une femme, mais Laeta Kalogridis, en charge de l'adaptation, a choisi de modifier ce passage, d'une part pour éviter le côté torture porn qui pourrait être associé à une femme dénudée, et ensuite pour faire en sorte qu'on identifie bien Kovacs à la fois comme victime puis comme celui qui prend sa revanche. Dans la continuité de ces qualités, il faut bien reconnaître qu'un bel effort a été consacré aux nombreux combats qui émaillent le récit. D'ailleurs, les acteurs ont passé de nombreuses heures à l'entraînement et à l'apprentissage des chorégraphies, ce qui leur a même valu quelques blessures. De ce point de vue, on peut dire que c'est beaucoup plus animé que Blade Runner par exemple, peut-être même un peu trop car le surplus de baston a tendance à prendre le pas sur une réflexion de fond sur les thèmes que la série se contente trop souvent d'effleurer. Attention, je n'ai absolument rien contre les scènes de combat de manière générale, je suis même plutôt un bourrin dans l'âme, mais je pense qu'un meilleur équilibre aurait pu être trouvé en l'occurrence, et j'y reviendrai en parlant du scénario. J'ai envie de souligner maintenant que de beaux efforts ont été consacrés à produire de belles images chargées de sens, et comme je pense que vous aimez ça, on va maintenant en décrypter une qui vient directement de la fin du générique d'intro. Cette femme aux ailes d'ange enlacée par un serpent porte une symbolique très forte. On a tout d'abord la notion de mue associée au serpent, le changement de peau, et donc le changement d'enveloppe. Ensuite, on a le serpent comme symbole de la tentation du péché originel, ce péché étant évidemment celui du savoir. Or, le savoir a permis aux humains de s'affranchir de leur mortalité, mais cette image vient souligner le piège que peut représenter cette prétendue libération. On peut voir les ailes comme une indication qu'il s'agit de l'âme de la personne. Toutefois, le serpent, qui symbolise aussi le temps, vient entourer ce corps comme une sorte de lien. L'âme se retrouve prisonnière de l'immortalité du corps, ce qui vient mettre en péril la notion même d'humanité. Et si vous avez un doute sur cette interprétation, l'image suivante devrait l'effacer puisque le corps du serpent se confond avec celui du dragon, qui forme le symbole de l'infini en se mordant la queue. Il s'agit d'Ouroboros, un symbole très ancien de la notion d'infini, de cycle, de mort et de résurrection. Enfin, peut-être que ces ailes viennent relier les humains à la mystérieuse race extraterrestre
qui serait à l'origine de la technologie utilisée pour les piles HD, et dont on aperçoit un fossile ailé chez les Bancroft dans l'épisode 10. Et oui, si vous aviez un doute, Quellcrist a inventé le transfert de conscience sur la base des traces laissées par cette antique civilisation, et ce afin d'échapper aux limites de la longévité humaine pour enfin pouvoir explorer l'univers. Ici, on a donc résumé en une seule image toute l'ambivalence de cette technologie et les questions qu'elle vient poser à notre définition de l'humanité. On peut ajouter qu'à la fin de chaque épisode, une figure apparaît de manière fugace, comme tracée par de la lumière, ou les fameuses lucioles que Rey enjoint son frère à laisser derrière lui, car elles sont trop éphémères. On peut donner une ou plusieurs interprétations à chacune d'entre elles, généralement associées à un moment important de l'épisode qui suit, mais ce serait trop long à développer ici. Quoi qu'il en soit, ce souci du détail participe à la richesse de la série. En revanche, le seul vrai problème d'Altered Carbon au niveau visuel, c'est quand même que Takeshi Kovacs porte des bottines à scratch, et ça franchement c'est un grand pas en arrière pour l'humanité. Bon, une fois que j'ai dit tout ça sur la belle carrosserie du bolide, on va s'intéresser un petit peu au moteur, à savoir le scénario. Mais j'ai envie de commencer par deux explications rapides que vous avez éventuellement pu rater. Alors pourquoi appelle-t-on les super riches et les super vieux de ce monde les Mets en VO ou les Maths en français? Eh bien ça vient tout simplement de Mathusalem, la figure biblique qui avait vécu près de 1000 ans. Ensuite, l'intelligence artificielle du Raven correspond bien sûr au poète Edgar Allan Poe. Il s'agit d'une totale invention de la série et franchement, c'est sans doute l'une de ses meilleures. En effet, Poe apporte toujours un petit quelque chose de plaisant, que ce soit en allégeant la tension ou en venant donner une part de profondeur, une sorte de miroir de ce que devrait être la nature humaine, ce qui est d'autant plus ironique quand l'exemple provient d'une intelligence artificielle. De toute évidence, le livre, que je n'ai pas lu au passage, propose une histoire riche composée d'intrigues entrecroisées aussi bien au passé qu'au présent. Ces intrigues fonctionnent plutôt bien au premier degré, et en allant un petit peu plus loin, elles permettent de poser les bases des questions habituelles sur le transhumanisme. Malheureusement dans la série, cette richesse se transforme parfois en complexité, et la complexité en confusion. Attention, je ne dis pas que c'est impossible à suivre, et je n'ai absolument rien contre les séries qui demandent un peu d'attention et qui parient sur l'intelligence du téléspectateur. Toutefois, Altered Carbon consacre trop de temps à répéter certains concepts plutôt simples et pas assez à bien développer d'autres aspects importants, comme par exemple la loi 653 ou surtout le passé de Rey, et ce qui explique une transformation aussi radicale. Dans un autre registre, je regrette que la série manque trop souvent de subtilité, et c'est malheureusement assez flagrant dans tout le côté girl power qui a été ajouté par la série par rapport au livre. Et l'exemple le plus dommageable est sans doute celui de Lizzie. On sent venir à 2 km qu'elle servira de Deus Ex Machina à un plan complètement foireux, et bim, c'est exactement ce qui se passe. Et oui, la jeune femme entraînée dans le cyberespace par Edgar Allan Poe se transforme en Catwoman SM qui vient tuer les salauds à tour de bras. Il ne lui manquait plus qu'un marteau géant avec balance ton porc écrit dessus au rouge à lèvres. Autant je suis très sensible personnellement à ces thèmes et à l'utilité sociale de ce type de combat, mais autant je trouve que c'est leur rendre un bien mauvais service que de les mettre dans cette histoire de façon aussi lourdingue. Pour continuer sur un autre personnage féminin, celui de Raylene, la sœur de Kovacs, eh bien elle est très différente entre le livre et la série, puisque dans le livre, elle n'est tout simplement pas la sœur de Kovacs, mais juste une baronne très puissante du crime. Initialement, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Rey dans la série, l'histoire des deux enfants, leur séparation et leur retrouvailles fait même partie de ce que je préfère. Toutefois, on a une nouvelle dynamique apportée par les derniers épisodes, lorsque Rey vient sauver le duo de la cage de combat en mode ninja de la mort qui tue. Et il s'agit là, de mon point de vue, d'une sorte de rebondissement à double tranchant qui rend presque caduque et inintéressante toute l'histoire de Bancroft et sa résolution. Mais surtout, le problème vient de la compréhension des motivations véritables de Raylene. Alors certes, on comprend qu'elle est devenue une sociopathe, notamment du fait de ses traumatismes de jeunesse, avec ce père meurtrier qui a donc tué sa mère, et la séparation brutale d'avec son frère. Mais quand même, la logique de tuer toutes les personnes dont son frère se sent proche semble tellement extrême qu'elle est difficile à admettre. A contrario, le scénario est plutôt pertinent dans sa façon de dépeindre les déviances de la société et les usages ingénieux ou dégradants associés à la possibilité de changer de corps. L'approche religieuse de la question est bienvenue également, et cela donne le principal intérêt de la famille d'Ortega, notamment à l'occasion du Jour des Morts. Et ce sont bien sûr ces scènes qui permettent d'explorer des points de vue divergents sur la notion de réenveloppement. Concernant la conclusion maintenant de cette première saison, elle était par certains aspects un petit peu décevante. En effet, on avait un côté happy end qui ne colle pas trop, même pas du tout, avec la notion de cyberpunk, de film noir ou de dystopie. On a quand même Lizzie qui vit avec ses parents, sa mère retrouve son corps, et surtout les méchants corrompus, le couple Bancroft, sont rattrapés par la justice. Mais du coup, avec cette conclusion en mode Colombo, on est en droit de se poser la question, finalement, si le système fonctionne pas si mal que ça, est-ce qu'il y a vraiment nécessité d'une révolution? Puisque je parle de révolution, un mot quand même sur Quellcrist et le fameux épisode 7, le long flashback qui nous permet de découvrir l'histoire au cœur de la profonde solitude et du cynisme de Kovacs. Je sais que cet épisode a divisé, et pourtant de mon point de vue, il s'agit tout simplement du meilleur de la série, celui dans lequel j'ai pu m'investir le plus émotionnellement.
et la qualité d'interprétation n'y est pas pour rien. Et voilà qui m'amène justement à la dernière partie de cette critique, à savoir les personnages, leur écriture et la qualité de leur interprétation. J'ai déjà évoqué le bien que je pensais de Lia Edgar Allan Poe dans son Hôtel, le Corbeau, du nom du texte le plus connu de l'auteur évidemment. Vous aurez aussi compris que je n'ai pas été très convaincu par Lizzie, ce qui est dommage car son histoire avait un véritable potentiel émotionnel. Et pourtant, ce qui m'a le plus gêné dans la série, du point de vue des personnages et de leur interprétation, eh bien c'est Ortega, la femme flic. Même si ça se calme sur les derniers épisodes, j'ai vraiment trouvé Ortega insupportable au début et surtout très peu crédible. L'actrice ne me semblait tout simplement pas taillée pour le rôle et je ne sais pas pour vous, mais moi je ne pouvais plus supporter ces soudaines litanies de grossièreté en espagnol qui sortaient de façon complètement aléatoire. Du côté de Takeshi Kovacs, clairement j'ai préféré son incarnation par Will Yoon Lee que par Joel Kinnaman. Kinnaman a un physique super impressionnant, ça c'est clair, mais au bout d'un moment, une pointe de subtilité dans l'expression ou un registre un peu plus large aurait été bienvenu. Et du coup j'ai souvent préféré les scènes de flashback, notamment grâce à l'acteur que j'aimerais beaucoup retrouver en saison 2 s'il y en a une. J'ai déjà évoqué Raylene, la sœur de Takeshi, heureusement, malgré une écriture caricaturale qui est venue casser l'ambiguïté initiale du personnage, elle est servie par une actrice que j'ai trouvée convaincante. Du côté des seconds rôles, il y en avait quelques intéressants comme le criminel tatoué qui accueille rapidement 3 personnalités différentes, ou encore la mère de Lizzie dans son corps d'homme. Le dernier gros problème de la série réside dans des dialogues qui sont parfois ridicules. Et là on peut dire que tous les personnages en font les frais, et particulièrement Quelle Christ, qui n'est finalement humanisée que dans le fameux épisode 7, lorsqu'elle se rapproche de Kovacs. Sinon elle ne parle que par citation, même si cela peut s'expliquer par son rôle de mentor à la Morpheus, et aussi sa façon d'enseigner des méthodes précises pour vaincre un système et ses règles avec son esprit pour seule arme. Et dès qu'elle a pu échapper à ce schéma de donneuse de leçons, l'actrice s'est révélée très convaincante. Au passage, elle a 47 ans, c'est un peu leur Karine Le Marchand local. Quoi qu'il en soit, Altered Carbon propose un bel effort et une sacrée prise de risque dans le genre finalement assez peu représenté de la science-fiction à gros budget sur petit écran. Et rien que pour cela, il faut saluer Netflix, et franchement la série se regarde sans déplaisir, malgré tous les défauts que j'ai pu évoquer auparavant. Encore une fois, je dois bien dire que j'ai du mal à comprendre l'acharnement dont font preuve certains critiques contre cette série qui ne mérite pas le massacre qu'on lui réserve parfois. Ceci étant dit, et pour rester parfaitement transparent avec vous quant à mon ressenti personnel sur cette série, je trouve qu'on reste assez loin du niveau de Westworld, mais bon, Westworld ça se mérite, mais à la clé, on a une subtilité et une profondeur inégalées dans le genre. Ce qui est certain, c'est que j'ai bien envie d'entendre vos avis, votre perception sur cette série qui divise pas mal, donc exprimez-vous dans les commentaires, et je prendrai du temps pour vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, sachez qu'il y en a des tas d'autres qui arrivent, alors je vous demande encore une fois, je sais que je suis lourdingue avec ça, de laisser le pouce en l'air, mais lorsque je ne demande pas, il y en a beaucoup moins, alors il faut jouer le jeu de YouTube. Et puis abonnez-vous aussi pour ne rien rater, et merci beaucoup à tous ceux qui peuvent me soutenir sur Tipeee pour poursuivre cette aventure, et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!